Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Délibéré attendu pour 16 heures dans le conflit de la Poste. Les organisations syndicales bloquent les dépôts. Les deux parties demandent une médiation après près de 15 jours de conflit. Un amendement pour ne plus utiliser le mot métropole dans les textes officiels. Cet amendement a été adopté hier à l'initiative du député guadeloupéen Olivier Serva. Il profitait de l'examen de la loi sur la programmation militaire. Une minute de silence dans les hôpitaux d'outre-mer et de France hier et ce matin. Il s'agit de rendre hommage à l'infirmière poignardée en début de semaine. Les violences envers les personnels soignants se multiplient. Et puis, la rubrique Fondoc est au Lorrain cette semaine. Et au Lorrain, il y a la mer. Paul Buisson se sert de petits poissons pour pêcher les plus gros. Et direction donc tout d'abord le tribunal où se tenait le référé pour libérer les accès à la Poste. Les centres de tri sont bloqués depuis maintenant près de 2 semaines. Aujourd'hui, une médiation a été demandée par les avocats des deux parties. Franck-Edmond Mariette et Thierry Maisonneuve étaient au tribunal. Bien, l'audience s'est terminée aux environs de 10 heures ce matin. Une assignation en référé qui a signé les deux syndicats impliqués dans ce mouvement de grève qui a débuté depuis fort longtemps, qui a pratiquement débuté par un droit de retrait, ensuite qui a suivi d'un droit bien sûr de grève. Et les syndicalistes aussi étaient assignés personnellement. Avec moi, maître Raphaël Constant, je crois que vos demandes dans cette audience au juge sont claires. Oui, concernant les secrétaires généraux qui sont uniquement assignés parce qu'ils sont secrétaires généraux sans preuve contre eux, je demande leur mise hors de cause. Deuxièmement, concernant l'entrave, je pense que les syndicats ont souhaité dès le début que les gens qui veulent travailler peuvent travailler. La propre direction dit qu'elle a un service minimum avec des grévistes qui peuvent, des non-grévistes qui peuvent rentrer. Donc. Vous avez demandé aussi une médiation et que votre consoeur en fin de procès, en fin d'audience, a dit aussi qu'elle était favorable à une médiation. Je pense qu'une médiation peut permettre de résoudre ce problème comme le conflit de l'année dernière. C'est parce que nous sommes en présence d'une direction qui ne sait pas négocier, qui ne respecte pas les syndicats. Donc il est possible qu'il y ait un tiers, qu'à ce moment-là, elle puisse accepter de discuter avec des gens qu'elle ne considère pas qui sont inférieurs à elle. Merci, maître Raphaël Constant. Vous précisez simplement que le délibéré de cette audience référée est rendu dans l'après-midi aux environs de 16 heures. Une nouvelle fusillade a eu lieu hier soir à Montgérald. La victime a été touchée par une balle au niveau de la tête, mais son pronostic vital ne serait pas engagé. Plusieurs suspects ont été pris en charge à la suite de ces faits. Que l'on parle de la France, de la métropole ou de l'Hexagone, quel que soit le mot employé, il y a toujours quelqu'un de mécontent. À l'Assemblée nationale, le député guadeloupéen Olivier Serva a fait voter un amendement pour ne plus employer le mot métropole dans les textes officiels. Il se réfère, a-t-il expliqué, à un vocabulaire colonial. On l'écoute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En ce jour national de reconnaissance des victimes de l'esclavage colonial, je demande instamment et solennellement à Monsieur le Ministre, mais plus généralement à l'ensemble des personnes ici présentes qui produisent souvent des textes, de ne plus employer le terme métropole. Je m'explique. Le petit Robert dit « La métropole, c'est un territoire d'un État considéré par rapport à ses colonies, au territoire extérieur. » Et donc, j'imagine parfois, sans le vouloir, les collègues ici, par habitude, emploient le terme métropole. Je vous propose, et je sais que le ministre Lecornu, qui a été ministre des Outre-mer, est sensible à cela, je vous propose un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus géométrique, hexagone. La France, vous le savez, est la France parce qu'elle est archipel France. La France est la France parce qu'elle a ses outre-mer sur les 3 océans où le soleil ne se couche jamais et où on peut faire des essais nucléaires en Polynésie, lancer des fusées Ariane ou bien faire de la géopolitique en Indo-Pacifique ou dans le canal du Mozambique ou avoir les plus belles plages du monde aux Antilles ou en Polynésie selon le choix. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, je vous demande s'il vous plaît de transformer ce terme métropole en hexagone. Je vous remercie.
Amendement qui a donc été adopté. Le projet de loi sur le partage de la valeur ajoutée est lui présenté aujourd'hui. Il s'agit d'obliger les entreprises de plus de 11 salariés qui font des bénéfices dans la durée à partager avec les employés. Intéressement, primes ou actions. Julien Cholin, Didier Brignat. Depuis 11 ans au comptoir de cette pharmacie, Michel Darmon est une salariée plutôt fidèle. La raison ? Des conditions de travail qu'elle juge appréciables. Mais aussi un petit supplément que lui verse son employeur, une prime, en plus de son salaire. C'est toujours une reconnaissance de toute façon et c'est une valorisation du travail aussi. Ouais. Les primes, une pratique répandue dans les grandes entreprises, mais seulement une PME sur 5 en verse à ses salariés. Le patron, lui, y voit un outil précieux pour les impliquer. C'est une manière de les motiver. Je dirais que c'est courant pour les plus grosses officines, puisqu'il y a plus de flux, plus de débit, plus de vente de produits. Donc on a plus les moyens de le faire. La petite pharmacie de quartier aura plus de difficultés, je pense. Bientôt, les PME qui emploient entre 11 et 49 salariés n'auront plus le choix. Dès lors qu'elles sont bénéficiaires 3 années de suite, elles seront obligées de verser une prime de participation, d'intéressement ou l'ex-prime Macron à leurs employés. De quoi faciliter les recrutements, espère le gouvernement. Cette magasinière de la pharmacie n'en bénéficie pas, alors la prochaine fois, ça pourrait compter dans son choix. Si je dois quitter mon travail dans lequel je suis bien actuellement, il faut que ce soit vraiment plus intéressant que là où je suis. Ça, c'est sûr. Donc forcément, une entreprise qui donne ce genre d'avantages en plus, c'est toujours plus intéressant, oui, en effet. Ce syndicat patronal aussi juge l'idée plutôt positive. C'est un des outils de motivation qui peut bien évidemment faciliter aussi bien l'embauche que la fidélisation. Pour autant, vous savez, au-delà de l'argent, il y a plein d'autres choses qui font que les salariés se sentent bien dans leur entreprise. Si elle est adoptée, la loi entrerait en vigueur en 2025. Une minute de silence observée hier en Martinique avant la réunion du CSE à la Ménard. Il s'agit d'un hommage à l'infirmière poignardée au CHU de Reims. On a appris son décès, elle avait 38 ans. La minute de silence a d'ailleurs été observée dans tous les hôpitaux de France. Alban Mikosi, Alexandra Lé. Donc à midi, on va observer une minute de silence en sa mémoire. Ce sont les collègues, les amis de Karen Mézineau. Au CHU de Reims, ils la connaissaient depuis plus de 10 ans. Ici, évidemment, l'émotion est toujours très forte, la colère aussi. Les soignants n'ont pas souhaité s'exprimer publiquement. Mais à l'extérieur, dans la cour de l'hôpital, des particuliers déposent des fleurs sur un petit banc. Des Rémois qui se disent préoccupés. Déjà, quand on a vu ce qui s'était passé, ce qu'on a su qu'elle était partie, c'est touchant. C'est de la compréhension qu'on laisse des gens malades dehors et qu'on puisse arriver à des extrémités comme ça, quoi. À Marseille, Rennes, Nancy, Rouen et dans tous les hôpitaux de France, la minute de silence a été respectée. Avec partout les mêmes sentiments d'émotion et puis les mêmes questions. On est là d'abord pour les autres, on prend soin des autres et du coup c'est important pour nous de marquer cette minute de silence pour lui rendre un hommage. On subit une montée des incivilités et des violences envers les soignants qui sont préoccupantes pour l'ensemble des professionnels de santé. Comment renforcer la sécurité dans les hôpitaux tout en conservant leur mission d'accueil ? C'est la question qui se pose au gouvernement. À l'hôpital Georges Pompidou de Paris, la Première ministre Elisabeth Borne a tenté de répondre à cette préoccupation. Derrière notre peine, il y a ce sentiment d'injustice. Il y a cette volonté de protection. Les ministres travaillent pour que toutes les mesures soient prises pour la sécurité de celles et ceux qui nous soignent. À l'occasion du drame survenu à Reims, c'est tout le secteur hospitalier, plus d'1 million de personnes qui attendent désormais de connaître les propositions du gouvernement. 18 filles et un garçon ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans un dortoir du lycée de Madia au Guyana. C'était dans la nuit du 21 au 22 mai. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été causé par une lycéenne. La suspecte mineure avait menacé le soir même de mettre le feu. Dans la panique, la responsable n'a pas réussi à trouver les clés du dortoir dont les fenêtres étaient barrées. Le bâtiment abritait 56 élèves. Plus d'informations sur notre site internet.
À Cayenne, on reparle des expulsions du Mont Baduel. 28 familles sont visées. La mairie de Cayenne souhaite récupérer ces terrains communaux actuellement squattés. Les opérations de démolition pourraient intervenir dès ce jeudi. Certains habitants commencent déjà à quitter les lieux. Jocelyne Elgouache, Thierry Viviès. Dans un des plus grands bidonvilles de Cayenne, sur le Mont Baduel, ces croix rouges apposées sur les tôles des maisons marquent un avis d'expulsion imminente. Certaines familles ont déjà commencé à déménager. 28 foyers sont concernés par cet arrêté d'expulsion. Nous ne sommes pas des bêtes, voilà. Il y a des gens là qui... Tous les enfants sont nés ici, il y a 26 familles. Il y a des vieillards aussi, il y a des asiles. Par exemple, là, il y a une dame qui sort hier à l'hôpital. Tu as un bébé, voilà, sans accompagnement de l'État. Même pas vu les gens de la préfecture, il a vu que la police municipale avait dit laisse les lieux. Je dis, voilà, on fait d'expulsion. Des associations humanitaires sont intervenues pour éviter cette expulsion en intentant un référé auprès du tribunal administratif. Demande rejetée. C'est une opération qui se passe sans relogement des personnes, alors que la loi le prévoit, ça, dans les cas d'évacuation, de trouver un logement aux personnes. Là, on voit que les gens sont livrés à eux-mêmes et que les gens sont en train de trouver à droite, à gauche, des petites solutions qui vont les mettre encore plus dans la précarité. Au moins là, on sait qu'ils ont un toit sur la tête, mais on ne sait pas du tout ce que ces personnes vont devenir demain ou après-demain. De nombreuses familles dont les maisons doivent être détruites ont déjà fait l'objet d'expulsions dans d'autres quartiers insalubres de Cayenne. Médecins du Monde dénoncent une politique répressive sans accompagnement et sans politique de relogement. On a quand même une concertation qui devrait être menée entre les collectivités locales, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs pour savoir quoi faire. Et dans l'attente, c'est forcément un moratoire qu'il faut prononcer sur ce genre d'opération. Un moratoire, et puis dans l'attente aussi l'amélioration des conditions de vie des personnes qui vivent sur cet habitat spontané, que ce soit notamment sur l'accès à l'eau, mais aussi sur la gestion des déchets. Les démolitions des 28 maisons concernées par l'arrêté d'expulsion devraient être lancées dans les jours à venir. La municipalité de Cayenne a déjà commencé à nettoyer le site. Retour chez nous avec le fond de la mer, la baie de Fort-de-France qui recèle des trésors historiques. C'est ce qu'a constaté l'association Archéologie Petites Antilles après 2 campagnes de fouilles sous-marines au large du Fort Saint-Louis. Avec les forces armées, l'association a dévoilé hier une partie de ses trouvailles. Caroline Antich-Martin, Marc Balsa. Bonjour, c'est pour vous signaler du début des opérations de recherche sur la caille du Fort Saint-Louis. 2e campagne de fouilles pour les plongeurs d'archéologie Petites Antilles. Depuis l'an dernier, avec le soutien logistique et humain des forces armées, l'association explore plusieurs sites sous-marins au large de Fort-de-France. Mission du jour, retrouver les pièces d'intérêt découvertes lors de précédentes plongées. Greg et Gilbert, vous allez plonger sur le Quadra et vous allez donc continuer le nettoyage dans le sondage 1 autour du gouvernail. Pour la 2e palanquée, donc Claude et Renaud, donc vous faites des circulaires avec en surface Damien ou Loïc qui va prendre les points GPS en surface. Quadra, circulaire, ces termes désignent 2 techniques de recherche. La première consiste à délimiter un carré matérialisé par des réglettes métalliques. La seconde, à explorer une zone à partir d'un point donné. On tourne autour avec une certaine distance et on agrandit au fur et à mesure cette distance jusqu'à trouver l'objectif. Dans sa surface de 3 mètres carrés, la première équipe s'affaire autour d'une pièce majeure, un gouvernail en bois de 3 mètres de long. L'an dernier, non loin de là, les plongeurs avaient déjà fait une incroyable découverte, ce petit canon en bronze. Avec 1000 précautions, les plongeurs dégagent le précieux gouvernail, prennent des mesures, des photos et se posent des questions. Ça va être étudié dans les prochains jours et dans les prochaines semaines et puis on pourra en dire plus, mais ça a l'air d'être le gouvernail d'un navire ancien en bois et donc peut-être du début du 19e siècle. Des suppositions étayées par d'autres objets retrouvés sur ces sites, comme ces billes de plomb, ces pièces de monnaie, cette pipe en argile ou encore ce petit encrier.
Hélas, pas de laboratoire spécialisé en Martinique pour traiter ces trésors. Une fois sur Terre, on les a photographiés, numérotés, mesurés, fait des croquis, rentrés dans une base de données. Et une fois qu'on les a remis dans les petits sacs, on les réensable. On les met à l'endroit où on les avait trouvés. Un crève-cœur pour l'association, mais aussi pour la Marine nationale, désireuse de partager ses découvertes avec la population. C'est bien l'objectif de ces fouilles, en collaboration avec l'AAPA et l'Université des Petites Antilles, c'est de réussir à mettre en valeur ce patrimoine archéologique sous-marin. Les modalités restent à en convenir, mais sous la forme d'une exposition permanente qui sera notamment visible par le public lors des journées européennes d'ouverture du Fort Saint-Loup. Dans l'attente d'un espace dédié, avis aux chasseurs de trésors, tous les objets retrouvés dans les fonds sous-marins sont et restent propriété de l'État. Nous continuons notre exploration de l'histoire de l'esclavage. En ce mois de mai, il y a désormais une diversité d'ouvrages qui traitent de la question et même une bande dessinée. Pacotille raconte l'histoire d'une enfant esclave et la BD est justement destinée aux enfants. Son auteur Aurélie Bambuc est en Martinique en ce moment et elle est sur notre plateau. Bonjour, merci d'être là. Vous arrivez juste du collège du Vauclin. Absolument. Où vous avez dû me présenter cette BD. Je vais montrer, il y a 2 tomes, le premier et le deuxième tome qui vient de sortir au mois de mai. Comment les enfants réagissent à cet ouvrage, à ces ouvrages du coup? Ils réagissent très bien, ils sont curieux de l'histoire évoquée dans cette bande dessinée grâce à leurs enseignants qui leur ont un petit peu initiés, qui les ont un peu initiés à cette histoire, mais ils sont curieux, ils sont surpris, ils découvrent vraiment la vie qu'auraient pu avoir leurs ancêtres. Pour le coup, ils sont vraiment sensibilisés à ça, s'étonnent des violences qu'il peut y avoir, des punitions également, et puis de l'espoir quand même qui reste dans cette bande dessinée avec cette petite fille qui veut retrouver à tout prix sa liberté et qui s'enfuit avec d'autres personnes esclavisées. Alors vous dites qu'effectivement ils se reconnaissent dans ce qui aurait pu être leurs ancêtres parce que c'est un ouvrage de fiction, c'est une petite fille qui est fictionnelle, mais c'est complètement dans l'histoire réelle. Absolument, le décor est totalement réel, la fiction c'est pour Corbeyran, l'autre scénariste, la partie réelle c'est vraiment pour moi parce que j'étais attachée à transmettre cette histoire. J'ai pensé à mes enfants en écrivant cette histoire. J'ai pensé à l'enfant que j'étais qui n'a pas eu la chance d'avoir cet enseignement parce que ça n'était pas encore au programme scolaire, parce que mes parents ne m'ont pas transmis cette histoire. Mes parents sont originaires des Antilles et c'était un tabou pour eux que de se dire descendants d'esclaves. Pour moi, c'est une fierté que d'avoir retrouvé mes ancêtres esclavisés. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ça? Vous êtes 4 sur le... On est 4, c'est la rencontre avec Corbeyran, scénariste bordelais, je viens également de Bordeaux. Quand il a su que j'avais justement la tête plongée dans les livres de l'histoire de l'esclavage, mon arbre généalogique, il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il avait envie de raconter une histoire de l'esclavage à hauteur d'enfant, qu'il n'avait pas les connaissances et qui me sollicitait pour travailler avec lui. Donc j'ai tout de suite accepté parce que je suis une grande lectrice de bande dessinée et que c'était une occasion justement de transmettre une histoire, mais tout en nuances aussi aux enfants, de leur montrer que c'est pas une simple opposition de couleurs, blanc dominant, noir victime, qui a des nuances. Pacotille, elle croise un autre enfant à la peau foncée comme elle, mais qui est caraïbe, qui est libre, un autre enfant qui a la peau blanche, mais qui travaille avec elle dans la plantation. Lui, c'est un engagé. Ça faisait partie des populations qui avaient comme ça, au début de la colonisation de la Martinique, j'ai tenu que ça se passe en Martinique, l'une de mes îles d'origine, et montrer toutes ces nuances, arrêter de mettre un statut, une couleur égale un statut, et montrer qu'il y a plus de complications que ça dans cette histoire. Et pour autant, j'ai vu que vous édulcorez pas la réalité, parce que par exemple, ça commence dans les bateaux. Comment on fait pour c'est une question que j'ai posée à un autre auteur, pareil, qui s'occupait de l'esclavage pour les enfants. Comment on fait pour dire aux enfants toute la douleur du monde, mais sans les accabler, mais tout en leur disant la vérité? On leur montre les choses, effectivement, on ne les choque pas, donc il n'y a pas d'effusion de sang. Par contre, on montre bien que c'est un régime dur, que d'être sur un bateau, déjà, d'être séparé de sa mère, un enfant peut très bien imaginer ça et très bien imaginer à quel point c'est douloureux. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter dans la violence, c'est suffisamment violent comme image. Derrière, on montre des coups de fouet, effectivement, mais voilà, on n'a pas d'effusion de sang parce qu'on fait attention au public. C'est à partir de 7-8 ans qu'on peut découvrir Pacotille et il ne faut pas, les traumatiser non plus.
En 30 secondes, où est-ce que le public peut vous découvrir dans les jours qui viennent? À Casabule, samedi matin, la librairie qui m'a fait venir en dédicace. Et jeudi soir, Micella, l'association Micella organise une rencontre de plusieurs auteurs de la Caraïbe à Fort-de-France à 18h30. Donc voilà les deux endroits où on pourra me voir. Et je continue la tournée dans les collèges également. Bien. Merci beaucoup Aurélie Bambuc d'avoir Merci participé à ce journal. Et on va terminer en allant au Lorrain avec notre rubrique Fondoc. Notre guide se nomme aujourd'hui Paul Buisson. C'est sur le rivage qu'il nous emmène. Ce jeune retraité de 64 ans est passionné de pêche et il a une technique bien spécifique dans cette mer réputée dangereuse. Portrait signé William Zebina et Marc-François Calmeau. Bienvenue sur le bord de mer du Bourdieu-Lorrain. C'est ici à Paul Buisson, un main fait la pêche. L'on met à mauvais, mais pour y sous-connaître, pas ni danger. On doit aller joindre lui. Paul Buisson, ça vous fait? Voilà. Et où? Moi, la Kachembe. Moi, on est en l'épée en violon, mais on l'a. Qui sont fait là? Non, c'est pour moi prendre des sardines pour nous pêcher. Moi, là, des petits boucles là, des niveaux, moi, pour nous faire des coups de zin. Moi, je vais prendre un sardine vivant. Je vais pêcher des sardines pour me mettre en zin. Pour moi, vous y aller. Les mots, vous y aller, je dis, 1 mètre ou 2 mètres fil de plomb. Là, sardine, ça, il a fait. Il a navigué, il a nagé, il a fait partout. Poisson qui vient de l'eau, comme il a chassé les petits poissons qui ont marché, il a attaqué. Là, il a attaqué, il a avalé. Moi, je l'ai fait, oui. Il a pris un fil et puis là, le combat a démarré. C'est soit loup et moi. Mais on l'en met Lorrain, on peut pêcher? Mais qui l'en met? L'en met, c'est l'en met contre toute l'en met. Je vous connais, nous, quand pêcher, on va arriver, oui. Mais il faut pas faire là, vous. Papa m'a sauvé mon, j'ai sauvé mon. Bon, oui, il n'y a pas longtemps que j'ai sauvé le gars. Mon moteur n'est pas pour le moment, quand j'ai des bolons, mon pas ouais. Et puis au moment où je suis au secours, sauvez-moi, c'est pas possible. Les magasins m'ont dit que c'est bolons, nous avons regardé, si vous regardez en courant, le top marché, je n'ai pas été réfléchi, je vous une net là, je dit que je ne vais pas me l'embarquer, moi, je me rendu compte qu'on a. Mais je suis bien content parce que les magasins, en tout moment, 2 ans, et puis papa était arrivé partir dans ce cas, ça a été ouais pour quand même. Ah oui, c'est ça qui m'a mon courage pour tirer monsieur. Nous pouvons prendre carogne, nous pouvons prendre péchu, nous pouvons prendre zofi, nous pouvons prendre ça qui passe, ça vous pas nous. Ah ben c'est un plaisir beaucoup. J'étais encore à la place, mais c'est combat qui ouais, des fois que était peut-être 20 minutes, 30 minutes, ça dépend du gros ça. Des fois moi prends 17 kilos, mais mal presque 4 minutes et puis hein. Bon, on va faire au mal, la la ligne nous comme autant là, mais c'est tout un plaisir. Aïe. Il va arrêter. Peut-être 140, il couche, il va arrêter. Il va aller les uns. Moi, commencé ça très jeune, les petits golets de bambou, moi, et puis papa, moi, frère, moi, tout ça. Je vais les petits bambous, les petits films, les petits zénous, et puis nous devons pêcher. Après, il va nous petit canne à pêche, et de là, nous passons au plus grand. Et là, chez moi, nous avons initié les jeunes, mais les jeunes pas trop laissent ça non plus, ça va. Moi, je n'ai trouvé pas assez de femmes qui ont fait ça non plus, sans distraction, sans plaisir, voilà quoi. Vini bon mais ça plaisir pour moi. Même si je ne pas prendre, c'est pour dire ramener. Si tu es pour moi, la preuve, moi, je suis premier. Donc, ça plaisir pour moi, même si je ne pas prendre. Je ne pas démarrer à la mer. Paul Buisson ne peut pas arrêter Bokaili, garder télé, ici même fait la pêche, soin bêteli, ils transmettent le virus là, baïchli et puis tichli. C'est ça, fond d'autres pays. On nous vini pour une moite là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des actualités principales. Le délibéré est attendu pour 16h aujourd'hui dans le conflit de la Poste. Les organisations syndicales bloquent les dépôts. Les deux parties demandent une médiation après 15 jours de conflit. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h. En télé, c'est 18h57 avec Edilia Eugène Morma. Bonne journée sur nos antennes.